Alors s'ils m'écoutent, je leur fais un grand coucou. Je suis en guerre contre plein de gens, et notamment contre l'INSEE, l'Institut National de la Statistique. Je sais que c'est des gens très intègres, je sais que c'est des gens très sérieux, mais le fait est que, en fait, toutes nos statistiques sont faussées parce que l'inflation est sous-estimée. C'est-à-dire que la hausse des prix, telle qu'elle est calculée tous les ans, n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne pour deux raisons. Alors, je vais me permettre d'expliquer, c'est pas très long, vous allez voir. Ouais. La première raison, c'est que, vous voyez, quand on vous dit qu'il y a un taux d'inflation, d'où il sort ce chiffre? Bon. Alors, il y a un truc qui est hyper bien fait par l'INSEE, c'est qu'il relève tous les jours, hein, des dizaines de milliers de prix, aussi bien dans le commerce physique que dans le commerce en ligne. Ça, là-dessus, il n'y a rien à dire. Bon, c'est très facile aujourd'hui, hein, avec tous les catalogues, etc. On a une connaissance très très fine des prix de vente des biens de consommation. Sauf que la première dépense des gens, c'est quoi? C'est le logement. C'est le logement. C'est pas vos pots de yaourt. C'est pas ça qui vous plombe le niveau de vie. Or, l'INSEE fait un raisonnement qui est juste sur le plan de la théorie, mais qui arrive à des résultats absurdes en pratique, qui est de dire que lorsque vous vous endettez pour acheter votre logement, ça n'est pas une dépense de consommation. Ce qui est juste du point de vue de la théorie économique. C'est un investissement. Et donc, les emprunts immobiliers sont sortis du coût de la vie. Le résultat de tout ça, c'est que dans le fameux panier de l'INSEE où on met la voiture, les pots de yaourt, le restaurant quand il y en avait, le cinéma quand il y en avait, les livres, etc., le poids du logement, tenez-vous bien, c'est 7%. C'est 7%. Donc là, on est totalement dans le n'importe quoi. Mais évidemment, l'INSEE, ils ont raison. Parce qu'en théorie, ils ont raison. Ils sont français, donc ils ont raison. Donc quand on leur dit qu'ils ont tort, ils vont répondre qu'ils ont raison parce qu'ils ont raison. Et ils ont ouvert un blog, il y a un blog maintenant de l'INSEE, où ils expliquent très gentiment, à la française, qu'ils ont raison parce qu'ils ont raison. Bon. Deuxième chose que fait l'INSEE, c'est que l'INSEE, il y a un problème, alors là c'est un petit peu technique, vous allez voir, c'est quand même pas si chiant. Il y a un problème, c'est ce qu'on appelle l'effet qualité. Hein, c'est que tout le monde voit bien que la qualité de ce qu'on achète change en permanence. Et donc, comment vous comparez un ordinateur d'aujourd'hui par rapport à un ordinateur d'il y a 10 ans, sachant que l'ordinateur aujourd'hui est peut-être 100 fois plus puissant que l'ordinateur d'il y a 10 ans. Vous avez un vrai problème. Ces deux biens ne sont pas comparables. Donc quand vous comparez le prix sans ajuster, vous faites une erreur. Ça, c'est un vrai problème. Et donc, que fait l'INSEE? Eh bien, elle ramène, si vous voulez, la qualité des deux biens au même niveau. Et donc, très concrètement, eh bien, elle va vous dire que votre ordinateur actuel, vu que, supposons, qu'il soit au même prix que celui d'il y a 10 ans, vu qu'il est 100 fois plus puissant, eh bien, dans l'indice des prix, on va dire qu'il vous coûte 100 fois moins cher. D'accord? Parce que vous avez payé la même chose, mais qui est 100 fois mieux. Donc, on va vraiment, dans les prix, enlever ce qu'on appelle l'effet qualité. Sauf que vous, si vous avez acheté votre ordinateur 1000 €, vous l'avez acheté 1000 €. Donc, quand on combine ces deux effets, on a une sous-estimation très importante de l'inflation. Or, il y a deux problèmes qui découlent, et après j'arrête. C'est que l'inflation est calculée tous les ans. Donc, cette erreur qui est faite tous les ans, elle se cumule. D'autre part, tous les chiffres que vous entendez, et surtout que les ministres ont sur leur bureau, sur le niveau de vie. Comment est-ce qu'on calcule le niveau de vie des Français? On regarde ce qu'ils gagnent et on enlève l'inflation. Mais comme on n'enlève pas assez, puisque l'inflation est sous-estimée, les gens qui nous gouvernent, qui vont bien, pensent sincèrement que la population a un niveau de vie très supérieur à celui qu'elle a. Et donc là, on a un problème d'information qui fait que toutes nos statistiques sont fausses et sont très très fausses. Et là, j'ai un problème, c'est que tous mes amis de gauche, comme ils défendent l'État, comme ils défendent l'INSEE, quand on dit ça, on est un affreux populiste, on dit n'importe quoi, parce que c'est des gens sérieux, tout ça. Oui, c'est des gens sérieux. Oui, pardon, je comprends très bien ce qu'ils font. Oui, en théorie, c'est cohérent. Mais dans la pratique, ça fait qu'il y a un aveuglement de nos dirigeants, parce qu'on a, et c'est dans tous les pays comme ça, une surestimation considérable du niveau de vie des gens, notamment à cause de cette affreuse bulle immobilière qui dure depuis 30 ou 40 ans, et qui est, de toute évidence, le premier problème des gens, qui est le premier problème du pays, et dont personne ne parle. Et dont non seulement personne ne parle, mais en plus, quand vous regardez la presse, les magazines, c'est toujours la fête, immobilier, ça repart. Mais mon ami, ça repart pour qui? Pour les locataires qui se ruinent pour acheter un clapier à Paris? Et là, regardez la presse actuellement, ça commence à chougner, parce que pour la première fois, on a une très légère stagnation du prix de l'immobilier. Mais qu'est-ce que c'est l'immobilier? C'est des jeunes actifs qui ne peuvent pas construire leur vie, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, parce qu'ils sont dans des logements trop petits, et pas du tout qu'à Paris, pour payer des loyers à des vieux qui sont à la retraite, qui ont une meilleure retraite que eux, leur salaire. C'est ça la situation du pays. Et ça, c'est terrible, parce que ça entretient une guerre des âges dont on n'est qu'au début. Donc moi, ce que je ne comprends pas,
c'est que quand on regarde la réalité ou dans notre vie personnelle, on cherche toujours à résoudre en premier le plus gros problème. Et bien, le plus gros problème des gens, c'est l'immobilier. Mais là où on voit que justement l'économie, c'est pas rationnel, là où on voit que l'économie, c'est que des croyances, comme me l'a dit Bernard Maris quand j'étais son collègue, et que, paix à son âme, et que je ne l'ai pas cru, il me disait tout le temps ça. Il me disait, Gilles, l'économie, c'est que des croyances. Je disais, mais non Bernard, c'est des mécanismes. Taux de change, taux d'intérêt, déficit, inflation. Moi, je voulais être un bon économiste scientifique qui observe la réalité. Il disait, non, c'est que des croyances. Et je pensais qu'il exagérait, etc. Mais sur l'immobilier, qu'est-ce qui se passe? Discutez-en autour de vous. Les gens se réjouissent de la hausse. Les gens sont contents quand ils disent, oh, vous avez vu, ma maison, elle a pris 100 000 euros. Bah ouais, gros malin. Et pourquoi tes enfants, ils galèrent? Pourquoi ils n'arrivent pas à se loger? Bah parce que les prix ont augmenté. Donc toi, ta maison, elle a pris 100 000 euros. Mais qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça change à ta vie? Rien. Et par contre, tu as tes enfants qui galèrent, tu as tes petits-enfants qui galèrent, et tu ne vois pas le rapport. Et en fait, justement, la révolution conservatrice de Reagan et Thatcher dans les années 80, qu'est-ce qu'elle fait, Margaret Thatcher? Quelle est la mesure la plus géniale et la plus intelligente qu'elle prend? Elle permet aux habitants des logements sociaux des HLM anglais d'acheter leur logement. Pourquoi? Parce qu'elle sait que quand tu deviens propriétaire, tu votes à droite. Tout simplement. Et ça, toutes les études le montrent. À revenu égal, quand tu es propriétaire, tu as quelque chose à perdre. Donc tu crains l'instabilité sociale, tu crains l'imposition, tu penses comme un riche, même si en fait tu es toujours pauvre, tu te penses comme propriétaire alors qu'en fait tu es endetté, et donc tu votes à droite. Et aujourd'hui, cette idéologie est dans toutes les têtes. Et les gens en fait sont contents de cette catastrophe totale, parce que c'est quoi la conséquence de l'augmentation du prix de l'immobilier? Ben, c'est qu'il y a des ghettos, c'est qu'il y a des centres-villes où les entreprises ne peuvent plus fonctionner parce que les loyers sont délirants. La rente, ce qu'on appelle la rente urbaine, la rente immobilière, vous ne la payez pas que dans le loyer, vous la payez tout le temps, puisque ça fait augmenter tous les prix. Pourquoi les commerces sont aussi chers? Pourquoi le commerce de détail est aussi cher? Parce que le patron du magasin, lui aussi, doit payer un loyer délirant. Pourquoi le café est aussi cher dans les centres-villes? Parce que le patron du bar, lui aussi, doit payer un loyer. Donc, votre prix du logement, ce n'est pas juste chez vous, c'est dans tous vos achats. Et ça, donc ça fait des ghettos de riches, c'est ça? Ben ça fait des ghettos de riches et ça fait des ghettos de pauvres. C'est ce qu'on a connu dans toutes les familles. Les gens qui doivent s'éloigner très très loin de leur lieu de travail parce qu'ils ne peuvent absolument pas vivre près de là où ils travaillent. Et donc ça a des conséquences humaines terribles. Donc l'ensemble des produits et services disponibles pour la consommation finale dans un pays, leur valeur agrégée, une année donnée, ça s'appelle le produit intérieur brut. Histoire qu'on essaye de mesurer avec ça une forme de réalité physique, parce que ce PIB a été inventé à l'époque, il y a quelques décennies, où effectivement l'essentiel de l'économie produisait des biens et pas des services. Donc c'est un agrégat qui a été mis en place à l'époque où l'économie produisait des tables, des chaises et des chemises, et assez peu d'honoraires d'avocats, et assez peu d'honoraires de médecins, et assez peu de salaires de directeurs de télécom. Tout ça, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, ou d'honoraires de consultants. Donc tout ça, à l'époque, il n'y en avait pas beaucoup, et donc le PIB représentait une forme de réalité physique. Aujourd'hui, c'est de moins... Alors, à cette époque-là, on a mis en place un phénomène qui s'appelle la correction de l'inflation. C'est-à-dire, si ce verre, cette année, je l'achète pour 2 € et l'année prochaine, je l'achète pour 3 €, très exactement le même verre, dans la comptabilisation du PIB, on va dire, en fait, on ne va pas le compter pour 3 €, on va le compter comme l'année dernière pour 2 €. On considère que l'euro supplémentaire, c'est ce qu'on appelle de l'inflation. Le verre s'est vendu plus cher, parce qu'il y a moins de verres, et plus de gens qui veulent des verres, ou qu'est-ce que je sais. Et il y a un phénomène comme ça, un processus un peu technique qui consiste à corriger de l'inflation tout ce qui se vend. Alors aujourd'hui, cette correction de l'inflation, en fait, elle est devenue extrêmement conventionnelle. On fait à peu près ce qu'on veut dans la correction de l'inflation. Juste pour vous donner un calcul d'ordre de grandeur, j'adore ça. Vous avez 1 milliard de produits disponibles à la consommation finale dans ce pays, à peu près. Hein. Vous avez 10 personnes à l'INSEE chargées de faire la correction de l'inflation, en supposant qu'ils ne dorment pas, qu'ils ne mangent pas, qu'ils ne partent jamais en vacances, etc. Ça fait moins d'1 seconde par produit sur lequel il faut corriger de l'inflation. Donc vous vous doutez bien qu'ils ne le font pas produit par produit, ils vont prendre des tas de conventions, etc. Et puis dans les services, si moi, consultant chevronné, je me vends cette année 1 000 € par jour, puis l'année prochaine, je dis, ah quand même, la décarbonation c'est super important, puis il y a plein de gens qui me demandent, etc., je vais passer à 2 000 € par jour. C'est de l'inflation ou c'est de l'augmentation de valeur? Bon. Aujourd'hui, où 70% du PIB est constitué de services, la correction de l'inflation dans les services, en fait, vous faites à peu près ce que vous voulez.